Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie de M. André Villeneuve, notre député de Berthier. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour, Mme Yvon. C'est gentil de venir nous rencontrer dans votre semaine de relâche. Monsieur, vous me dites que vous travaillez quand même au bureau, mais le Parlement est en relâche, là, comme à peu près la On est au diapason de la population. C'est ça. Parce qu'il y a 2 semaines de relâche au Québec, donc on a décidé de le faire comme ça. De le faire comme ça. Puis de permettre aussi aux députés de rentrer à la maison. Il y a quand même des fois des obligations familiales, des choses comme ça. Que c'est une belle conciliation, on pourrait dire, travail-famille qui a été fait. Puis tout ça. Fait. Parce que vous avez la députée la plus jeune aussi. Oui, Catherine. Catherine, qu'on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux et tout ça. Et, tout à fait. Et c'est ça, c'est une petite maman aussi en même temps qu'il faut lui permettre de pouvoir un petit peu s'occuper de sa famille puis tout ça pour pouvoir continuer de travailler parce que c'est pas évident d'être en politique. Puis, c'est une bonne chose. C'est une réforme qu'on a faite à l'époque justement pour se coller vraiment à la réalité des familles du Québec, autant pour les parlementaires puis pour nos épouses aussi, nos époux. Bon. Que tout le monde puisse être 2 semaines en famille. C'est ça, 2 semaines en famille avec les 2 semaines de relâche. Si vous êtes d'accord, on va parler un petit peu, depuis le mois de janvier, les événements qui sont, on pourrait dire, qui s'est passé au niveau du Parlement à Québec. Par la suite, on parlera du comté. Puis on parlera un petit peu, on commence à parler d'élections, on va avoir une grande période d'élections cette année avec beaucoup... on peut dire qu'on est en préélection, campagne préélectorale. C'est ça, campagne préélectorale, mais ça a des allures un petit peu de campagne électorale aussi. Tout est fait un petit peu, mais heureusement ou malheureusement, en fonction un petit peu de l'échéancier du 1er octobre qu'on va avoir cette année en élection. Oui, bien, je suis d'accord avec vous, mais pas tout à fait d'accord non plus, parce que je revenais là-dessus, je veux que les gens le sachent, parce que vous dites tout est fait en fonction du 1er octobre. Mais que je veux dire, il y a des mises en candidature. Oui, OK, d'accord. Pour ce qui est des mises en candidature, pour ce qui est des investitures dans les partis politiques. Des investitures, puis tout ça, mais veut pas, à un moment donné, tout est influencé. Parce que je voulais vous dire à quel point il y a des papiers qui sortent dans les journaux, le cynisme, le gouvernement libéral qui, vous savez, a coupé beaucoup en 14, 15, 16 c'est ça, pour se ramasser justement un trésor de guerre pour la campagne électorale du 1er octobre. Ça, c'est assez cynique, merci. Oui. Mais pas de ça faisait allusion aux investitures. Les investitures, ça commence, les choses, ça commence, l'échiquier politique commence vraiment à se dessiner. Ça bouge beaucoup, je pense, c'est ça. Ouais. Et justement, si on parle un petit peu justement d'échiquier politique, au Parti québécois, vous avez fait une belle annonce au début de l'année. Madame Véronique Yvon, maintenant vice-chef du Parti québécois. C'est une première, je pense, au Québec, justement, d'annoncer comme à l'avance, on pourrait dire, et l'implication que ça peut apporter, que vous dites, regarde, si on est élu en octobre, justement, celle qui va être nommée vice-chef, c'est Mme Yvon et elle est déjà impliquée dans les dossiers, dans les choses. Je pense que c'était une belle initiative. Oui, c'est une très belle initiative, d'autant plus que là, elle est vice-chef de l'opposition officielle. OK. Donc, et je tiens à dire que c'est pas une façade, c'est pas quelque chose là, qui n'a pas de conséquences. Il y a des conséquences, puis Jean-François, là-dessus, moi, je le salue, Jean-François, notre chef, Jean-François Lisée, je le salue parce que, dans le fond, il partage le pouvoir. Et en politique, partager le pouvoir, on ne voit pas ça souvent. Et là, Jean-François, il fait vraiment un geste concret et qui a des conséquences, je vous dirais, heureuses. Parce que Véronique est très, très impliquée. Elle a toujours été très impliquée. Mais là, elle peut vraiment s'assurer à tous les points de vue, à tous les niveaux, donc de donner son opinion, mais plus que son opinion aussi, de faire valoir des points, des arguments pour qu'on fasse les choses de façon plus collégiale au Parti québécois. Et on invite les autres partis à procéder de la même façon. Vous irez voir Mme Anglade, qui est vice-première ministre, allez demander, voir si elle est beaucoup dans le secret des yeux avec Philippe Couillard. La réponse, c'est non. C'est vraiment une façade plus qu'autre chose. Je m'excuse, je ne veux pas briser les rêves de certains, là, mais c'est un peu ça. Alors que dans le cas de Véronique, elle est vraiment vice-chef et elle est impliquée à tous les niveaux de décision avec Jean-François Lisée. Alors, bravo, c'est un partage du pouvoir. Et ça, en politique, on devrait voir ça plus souvent. Et justement, je pense qu'elle a fait le tour du Québec. Oui, plusieurs fois, mais elle le refait encore. Elle le refait un autre coup de roue. Là. Elle fait encore un autre. Je sais qu'elle se promène un petit peu dans les régions pour prendre le pouls des régions et connaître. Oui, puis elle participe à beaucoup d'investitures. D'ailleurs, elle sera à l'investiture le 25 mars, qu'on me dit, qui aura lieu dans Berthier. On y viendra tantôt. On en parlera tantôt. Elle est censée être là. Parfait. Maintenant, si on parle d'autres sujets on pourrait dire justement, qui sont vraiment d'actualité, drogue, cannabis, alcool. On vient de vivre quelque chose assez dramatique là, en fin de semaine avec une jeune fille là, qui a un accident là, après avoir ingurgité, on pourrait dire avoir bu. C'est les présomptions qu'on fait. Il y a le cannabis aussi qui s'en vient.
C'est quoi, quoi votre opinion sur ça? Juste pour revenir sur la boisson alcoolisée, là, vous savez que cette boisson-là, elle est... En tout cas, allez voir sur Internet, là, elle s'appelle comment déjà On a dit ça, l'acronyme? FCKD Up. Le FCKD Up, là, donc boisson alcoolisée à 12 et il y a une quantité de sucre phénoménale là-dedans. Je pense que c'est 65 grammes par canette, ça n'a aucun sens. Mais allez voir aussi de la façon dont l'emballage est fait pour attirer les jeunes. Alors, nous, on a Sylvain Pagé, mon collègue, donc député de Labelle, Sylvain Pagé, a écrit une lettre en décembre dernier à la ministre, Mme Charlebois, pour lui signifier justement qu'il y avait là un problème. Et qu'est-ce qu'elle entend faire pour régler ce problème-là? Et à date, on n'a pas de réponse. Okay. Malheureusement, on a vu qu'une jeune fille a perdu la vie. Bon, on verra au final les raisons exactes, mais on sait que ça a joué un jeu. Ça a joué pas un jeu, mais ça a joué un rôle malheureux. Puis le cannabis aussi, ça devient un petit peu problématique. Bon, le cannabis, bien, écoutez, juste vous dire pour le cannabis, le projet de loi est redémarré, donc va redémarrer, pardon, après les 2 semaines en circonscription. Et pour ce qui est du cannabis, vous avez vu peut-être, on dénonce l'argent qui est placé dans les paradis fiscaux, qui échappe à l'impôt et qui donc il y a des gens qui, par les paradis fiscaux, ne paient pas leur juste part pour nos écoles, pour nos hôpitaux, bref, pour la société, les politiques sociales qu'on se donne au Québec, ne paient pas leur juste part. Et parfois, même, on peut penser que cet argent-là, bien, c'est de l'argent qui n'est pas très, très légal, qu'il pourrait même y avoir de l'argent carrément sale qui serait dans les paradis fiscaux. Et là, Sylvain Pagé, mon collègue, qui est sur le dossier de la légalisation du cannabis, ainsi que Nicolas Marceau, qui est notre critique, notre porte-parole en finance au Parti québécois, ont poussé le gouvernement dans ses derniers retranchements. Et là, on attend des gestes concrets de la part du gouvernement, parce que le gouvernement semble dire qu'effectivement, ce n'est pas une bonne idée de voir que c'est de l'argent des paradis fiscaux qui vient financer des entreprises qui ont des permis actuellement pour faire de la production du cannabis. Alors là, si on voulait sortir le crime organisé du cannabis, je pense que là, si on n'empêche pas justement l'argent des paradis fiscaux de venir financer les entreprises qui font la production de cannabis, je pense qu'on n'atteint pas la cible. Là. Alors là, on va attendre les gestes du gouvernement, mais le gouvernement semble avoir fini par comprendre que ce n'était pas une bonne idée que de l'argent des paradis fiscaux serve à financer les entreprises qui vont produire du cannabis. Alors, on attend des gestes concrets, on ose espérer qu'ils vont poser les bons gestes puis empêcher cela. OK. Un petit mot rapide sur le budget fédéral. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, on sait que c'est beaucoup de milliards. Alors, difficile de voir toutes les subtilités qu'il y a dans le budget en peine en si peu de temps, là. Mais je vous dire qu'encore une fois, le Québec n'y retrouve pas sa part. C'est très clair. Je vais vous donner un exemple. Le gouvernement fédéral a donné 400 millions aux maritimes pour développer et améliorer au niveau de la technologie, des techniques de pêche. Donc, a donné 400 millions aux provinces maritimes. Rien, zéro pour le Québec. Ça, c'est dans le budget de l'année passée. Une annonce qui a été faite l'année passée. Et il n'y a pas eu... Donc, on a des pêcheurs au Québec, la Gaspésie, les îles de Madeleine, le Bas-Saint-Laurent. Eux n'ont pas accès à un fonds de 400 millions. Là. Ils ont accès à zéro du fédéral. Donc, ils sont désavantagés sur le plan commercial, c'est bien évident, sur le plan aussi de la recherche technologique, etc. Ça, c'est l'année passée, c'est pas corrigé. Là, cette année, le gouvernement, il recommence un peu. Il dit, bien là, il y a une bébête qui s'appelle au niveau des bourgeons, là, je cherche le terme, ça va revenir, mais en tout cas, c'est au niveau d'un insecte ravageur dans les arbres. L'argile, le frein d'argile, quelque chose comme ça? En tout cas, bref, c'est un insecte ravageur. Et là, le gouvernement fédéral a donné des sous au Nouveau-Brunswick, à d'autres provinces, mais pas au Québec. Comme si l'insecte ravageur, lui, il va arrêter à la frontière du Québec puis du Nouveau-Brunswick, il va dire, on va pas là, il n'y a pas d'argent. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça arrête, ça. Le gouvernement fédéral, de façon consciente, volontaire, désavantage constamment le Québec. Pourtant, nous, on paie, on envoie 50 milliards par année pour le gouvernement, pour le budget fédéral. En fait, on est rendu à 55 milliards par année qu'on envoie au fédéral. Et normalement, il devrait nous revenir 23 des sommes que le gouvernement met en place. Donc, 23 du 400 millions là, qui a été envoyé l'année passée, là, bien, ça fait 46. Il devrait au moins revenir au Québec 46 millions, zéro. Là, il donne des sous pour combattre l'insecte ravageur, zéro pour le Québec. Et là, la liste est longue. La construction des navires, on a déjà parlé ici. 100 milliards, on a eu 700 millions. Au lieu d'avoir 23 milliards, on a eu 700 millions. Donc, c'est systématique, là. Il y a vraiment, de faire du fédéral, une approche systématique pour
travailler finalement contre les intérêts du Québec. Et là, il faut vraiment dénoncer ça. C'est ce qu'on fait. Et on espère que les gens sont avec nous pour dénoncer ça. C'est pas normal que nos argents, que nos taxes, nos impôts qu'on envoie au fédéral, finalement, viennent nous nuire, comme c'est le cas actuellement. Parce qu'on a la Davie ici qui sont capables de faire des bons bateaux. Là. Oui, mais de l'autre côté, il y a Sorel aussi. Il Sorel aussi, on a ces gens-là qui sont capables de faire du bon travail et le gouvernement, de façon systématique, les écarte. OK. Et dernier point, avant de passer à la première pause, je sais que ça peut être bien long, on pourrait faire une demi-heure juste sur ce sujet-là. Je vais faire 3 mots, infirmière, médecin, ambulancier. Bien, écoutez, nous, ça fait plusieurs mois, voire années, que l'on dit que les médecins gagnent suffisamment. En 2007-2008, le salaire versé aux médecins par le gouvernement du Québec était de 3,810 milliards par année. Et là, en 2018, il est rendu à 8 milliards et plus. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, et même que c'est rendu que les médecins eux-mêmes sortent en disant que ça n'a plus d'allure. Imaginez, les médecins disent que c'est trop, arrêtez de nous en donner. Et notre gouvernement de médecins, hein, parce qu'on sait que M. Barrette, qui est à la santé, c'est un médecin spécialiste, M. Couillard, c'est un médecin aussi. Alors, il y avait eu M. Bolduc avant lui. Alors, ce trio-là de médecins a donné des montants disproportionnés comme salaire aux médecins du Québec, et il faut arrêter ça. Et ce qui arrive aussi, on le sait, c'est que les infirmières, les infirmiers, les professionnels de la santé, qui sont 200 000 au Québec, sont capables d'en faire plus. Vous allez me dire, c'est contradictoire. Vous dites qu'ils sont épuisés. On a vu ça, les infirmières et les infirmiers qui sont épuisés. Vous dites qu'ils peuvent en faire plus, ils sont déjà épuisés. Oui, mais ils sont épuisés parce qu'ils perdent un temps fou à obtenir de la part d'un médecin une autorisation de soulager un patient parce qu'il faudrait changer sa médication, il faudrait peut-être... Si l'infirmière et l'infirmier ont l'expertise, s'ils ne l'ont pas, donnons-leur cette expertise-là, donnons-leur les moyens, finalement, de rendre le système plus efficace. Ils vont perdre moins de temps à remplir des paperasses pour tenter de rejoindre un médecin qui, pour toutes sortes de raisons, n'est pas rejoignable. Pendant ce temps-là, c'est le patient, c'est la personne qui souffre. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que donnons plus d'autonomie. Ils veulent pas, les infirmières ne sont pas sorties en disant « on veut plus d'argent ». Il faut qu'il y ait plus d'autonomie, qu'ils puissent poser davantage de gestes, qui vont permettre de libérer le médecin, qui vont permettre de soigner le patient le plus rapidement possible. Et c'est ce que les infirmières et les infirmiers demandent. Ils veulent pouvoir s'occuper de leur monde. Alors là, on arrête de donner des salaires faramineux, pour ne pas dire pharaoniques, aux médecins. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va geler cela. On va arrêter ça immédiatement. On va geler l'augmentation du salaire des médecins. On va prendre cet argent-là. Vous savez que le gouvernement a coupé à nos aînés, là, soins à domicile, pas 50 000 heures, pas 5 millions d'heures. On parle, moi-même, j'ai de la misère à croire que le chiffre est bon. On parle de centaines de millions d'heures qui ont été coupées à l'aide à domicile pour nos personnes âgées ou autres personnes médecins à domicile qui n'ont besoin. Puis on verse des 2 milliards d'augmentation comme ça aux médecins. Ça n'a aucun sens. Et je pense que la population est outrée de ça. Même les médecins, comme je vous le disais, n'en reviennent pas. Ils disent arrêtez ça. Nous, on veut travailler dans un climat. On veut d'abord s'assurer que les services soient donnés aux patients. On veut s'assurer que le climat de travail, il est sécuritaire pour les patients, sécuritaire pour le personnel infirmier qui est là, sécuritaire pour tout le monde, dans le fond. Alors là, je pense que les trios, en tout cas, le gouvernement de médecins qu'on a, j'ose espérer, a compris le message et qu'ils vont corriger le tir le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Vous êtes d'accord? On prend une petite pause, puis après ça, on va parler du comté, puis justement un petit peu d'élection. Je pense que c'est dans l'air du temps. Parfait. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Donc, nous sommes de retour avec M. André Villeneuve et si vous êtes d'accord, on va faire un petit 5-10 minutes parler du comté. OK. Justement, avant de rentrer en autre, on parlait justement des ponts à Berthier, c'est ça que vous me disiez. À Berthier, on est censé avoir sur la rue Montcalm un pont signature, hein, un nouveau pont en bois. Ça date depuis longtemps. Là. Nous, en 2013, on l'a annoncé. Moi, j'ai demandé aux gens du MTQ de se pencher sur un concept, pont signature. Et ils nous ont présenté une esquisse à l'époque. Et c'est un pont, donc, qui ne serait pas
totalement en bois, mais il serait recouvert de bois couvert. Donc, un bon couvert en bois. Mais évidemment, il y a toujours les structures d'acier et de béton qui sont là, qui sont puis ça sort un petit peu dans l'air du temps. Intégrées. Que... Ben oui, absolument. Puis c'est le chemin du roi. Alors, moi, l'argument que j'avais amené à mon collègue, ministre des Transports, on est sur le chemin du roi. Et quand on intervient sur le chemin du roi, on doit s'assurer de faire les choses de façon correcte et pourquoi pas plus belle encore, parce que c'est le chemin du roi. Il faut le valoriser, c'est patrimonial. Pas seulement ça, c'est question d'accès aux services aussi. Oui, ça fait. Ça, c'est clair. Ça, il faut quand même parler, parce que là, on vit à Berthier, on pourrait dire, un dilemme assez effrayant. Il y a 2 entrées de la ville qui sont présentement fermées, inaccessibles, qui sont tous les 2 sur le chemin du roi, comme on disait. Puis, nous, on l'a annoncé en 2013. Le Parti libéral a confirmé qu'il le ferait pour 2018. Donc là, on espère qu'ils vont le faire. Moi, j'ai demandé, faites-le donc avant les élections. Ce qu'on le voit, au moins, réaliser ça là, avant les élections. Alors, nous, on les met au défi de le faire et on va être très heureux s'ils le font parce que nous, on avait dit qu'on le ferait. Alors, pont couvert en bois, structure de bois, donc pour la rue Montcalm, et où est la station de traitement des eaux. À l'autre bout, à l'est, à l'ouest, pardon, à l'ouest. Là, on a un pont qui est complètement fermé. Et ça aussi, c'est le chemin du roi. Ça n'a pas de sens, là. Et des ponts comme ça, dans Lanaudière, il y en a partout qui sont présentement soit fermés, qui vont être fermés, certains seront défaits, pas refaits. Ou qui ont des structures défaillantes ou des choses comme ça. C'est justement, je pense, entre autres, à Lanoret, le viaduc qui passe au-dessus de l'autoroute, où ils ont tellement attendu avant de dire qu'ils le referaient, c'est que là, ils sont pris d'une situation où ils doivent le fermer complètement pour le refaire. S'ils l'avaient fait il y a 5 ans ou il y a 3 ans, ils auraient pu fermer juste une voie. Mais là, il est devenu tellement instable au niveau du tablier qu'ils ne peuvent pas faire un côté et attendre pour l'autre, puis laisser passer les véhicules sur l'autre bord. Alors, ils sont obligés de le fermer complètement. Alors, à Lanoret, ça risque d'être très pénible au printemps et à l'été. C'est ça, c'est prévu. Alors, nous, on a exigé du gouvernement, des ingénieurs aussi, qui se penchent sur la possibilité de raccourcir les délais pour le faire dans un temps, toujours selon les règles de l'art, mais de le faire correctement, puis d'éviter, évidemment, le plus possible les inconvénients pour les automobilistes et pour aussi la structure des autres chemins, parce que si vous détournez le trafic, il y a des chemins chez nous qui n'ont pas les assises, chez nous à Lanoret, ils n'ont pas les assises pour recevoir des poids lourds. Et là, on va tout briser. Là. La MTQ dit on va refaire, ben oui, mais il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres. On ne casse pas pour le plaisir de casser. Il faut faire de façon intelligente. Il y a moyen de le faire de façon intelligente et c'est ce qu'on a demandé au MTQ de faire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans la région qui vous tiennent à cœur? Si vous avez des projets, moi, j'en ai plein de projets qui me tiennent à cœur. Ne serait-ce que de faire découvrir notre belle région. Vous avez le musée Jules Villeneuve ici, mais la région recèle de trésors. Et donc, de faire une campagne pour justement aller chercher sur le plan international le plus de touristes possible parce que le Québec est en décroissance au niveau du tourisme à l'international, alors que le tourisme international est en explosion. Okay, ouais. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct, là, parce qu'on devrait avoir beaucoup de touristes, beaucoup plus de touristes qu'on en a présentement. Je vais vous parler de projets. De faire du Québec une terre de produits biologiques, puis de faire du Québec un endroit où les Québécois achètent québécois le plus possible. L'achat local. Alors, des projets, c'est pas ça qui manque. Okay. Alors, mais bon. Mais donc, on parle de projet. Si vous êtes d'accord, vous avez un gros projet le 25 mars, c'est ça qu'on pourrait dire? On pourrait dire, bon. Vous représentez... attention, moi, oui, je pose ma candidature pour l'investiture, pas parce qu'on est député, qu'on a un passe-droit et qu'automatiquement, on peut avoir le passe-droit, donc de porter les couleurs. Il n'y a pas de droit acquis. Alors, les gens qui veulent déposer une candidature pour se présenter à l'investiture du Parti québécois qui aura lieu le 25 mars prochain ont jusqu'au 15 mars, 17 heures, pour déposer leur bulletin de mise en candidature tout complété. Mais il y a quand même des règles. Il faut quand même que vous soyez membre du parti. Il faut membre du parti, effectivement. Il faut avoir certains documents à remplir. Il y a des documents à remplir, des choses, des formulaires à remplir. Rien de compliqué, mais il faut aller, comme exemple, il faut trouver 25 membres en règle du Parti québécois qui acceptent de vous appuyer dans votre démarche. Alors, c'est pas beaucoup, 25 membres. Il y a 1000 membres dans le comté, alors c'est relativement simple de trouver 25 personnes. En fait, c'est le choix des 25 qu'il faut faire. Mais tout ça pour vous dire que c'est ça. Donc, il n'y a pas de passe-droit. Et pourquoi? Parce que nous, au Parti québécois, on considère que c'est les militants et les militantes qui doivent avoir le choix. Si jamais il y a un choix qui se fait, qui se pose. Par exemple, quelqu'un se présenterait à l'investiture et moi, je me présente, on est 2. C'est les militants et les militantes qui vont voter pour savoir de quel des deux ils vont choisir. Au Parti libéral, on le sait, puis à la CAQ, c'est pareil. À la CAQ, c'est M. Legault qui choisit qui va se présenter. Les militants n'ont pas un mot à dire. Alors, je peux vous dire que la démocratie, on y croit jusqu'au bout ou on y croit pas. Nous, on y croit jusqu'au bout.
Et c'est pour ça qu'on laisse nos militants, nos militantes le soin de décider. Donc, si jamais il y a un choix à faire. S'il y a un choix à faire, puis tout ça. Mais on peut dire que c'était annoncé dans les journaux. Oui. Vous portez candidat à l'investiture et tout ça. J'annonce là, officiellement que je serai candidat. Donc, j'irai porter avant le 15 mars prochain, avant 15 mars à 17h, j'irai porter au national, donc ma trousse, comme quoi je me présente candidat, trousse complétée, et je la déposerai aussi à l'exécutif du Parti québécois, donc à la présidente, Mme Engelmann, pour lui dire que je suis partant. Dans les partants. Tout à fait. Justement, quand on parle de ça, parce que si on suit un petit peu la politique provinciale, puis tout ça, il y a une belle bagarre peut-être qui se dessine dans Pointe-aux-Trembles. Là, si on regarde, c'est un côté voisin, un côté pas bien loin d'ici, avec M. Laporte et M. Hossan. Donc, on comprend un peu, de la façon que vous venez de nous l'expliquer, qu'au Parti québécois, tout le monde est libre de se présenter. Tout le monde est libre de se présenter. Ben oui, donc, il n'y a pas eu vraiment de... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas vraiment eu de parachutage. C'est ça qu'on pourrait dire comme terme, en voulant dire. Exactement. Exactement. Tous les comtés, jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui sont membres, évidemment, il faut que vous soyez membre du comté en question. Alors, il faut que vous soyez membre du Parti québécois. Mais donc, on donne l'exemple tantôt, même Jean-François Lisée, il pourrait y avoir quelqu'un du Parti québécois dans le comté qui pourrait dire, moi, je vais me présenter... dans Rosemont, la petite patrie. Mais bon, on comprend que là aussi, les gens mesurent leurs appuis puis leurs chances. Ils vont pas là pour le plaisir. C'est ça qu'il y aurait des rencontres. Il y a quand même un peu de rencontres préparatoires. Ils ne vont pas là pour le plaisir. Là. Les gens sont pas fous quand même. Là. Mais donc, vous avez raison de dire que... Mais moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de malsain, ce qui se passe dans Pointe-aux-Trembles. Moi, je vois ça comme quelque chose de sain. Écoutez, vous avez 2 candidats de qualité qui se présentent et ils vont devoir rencontrer les militants et les militantes de Pointe-aux-Trembles, du Parti québécois, leur expliquer pourquoi ils veulent se présenter. Et au final, c'est les militants et les militantes qui vont faire le choix d'un des deux. Alors, de soit Jean Martin ou soit de M. Maxime Laporte. Et moi, je trouve que c'est très sain. Ça démontre la vitalité. Ça démontre que c'est un parti qui est vivant. Les gens veulent se présenter. Et puis, comme je vous dis, je ne vois pas ça comme une bagarre, mais je vois plutôt ça comme le choc des idées. Alors, ces gens-là vont présenter des choses, vont proposer des choses aux militants, aux militantes, et à la fin, il va y avoir un gagnant. Et vous savez, à la fin, il va y avoir un gagnant. Les gens connaissent les règles du jeu. Et moi, je pense qu'au final, lorsque les militants auront fait le choix, il va y avoir un gagnant qui va pouvoir porter les couleurs du Parti québécois le 1er octobre dans Pointe-aux-Trembles. Et l'autre, bien, il va tout simplement, je pense, se rallier et appuyer l'autre candidat et continuer à travailler pour les raisons pour lesquelles il est au Parti québécois, c'est-à-dire s'assurer qu'un jour, le peuple du Québec puisse vraiment et fièrement s'asseoir à la table des nations et être lui-même, s'occuper lui-même de son destin. OK. Donc, ça veut dire que partout dans la province, présentement, ça grouille d'investiture, on pourrait dire. Dans les prochains mois, des prochains mois? C'est comme ça dans tous les partis politiques présentement. Okay. Que ce soit la CAQ, Parti libéral, QS ou le Parti québécois. Ce qui nous distingue au Parti québécois, c'est qu'effectivement, nous, on fait ça de façon démocratique. Alors, vous n'entendez pas parler tellement du Parti libéral ni de la CAQ parce qu'eux, ils sont nommés. Il n'y a pas de débat, là. En Corée du Nord non plus, il n'y a pas de débat. Là, vous savez, en Corée du Nord, ils se débattent de rien. C'est une dictature. Alors, je ne suis pas en train de faire le lien, mais quasiment. Là, mais Parti libéral, la CAQ, vous entendez parler de rien parce que eux autres, il n'y a pas de débat. C'est les chefs qui décident. Toi, tu t'en vas là. Alors, tandis qu'au Parti québécois, nous, c'est le libre choix, c'est la démocratie qui a cours. OK. Donc là, vous revenez, on pourrait dire milieu mars, au Parlement. La semaine prochaine, c'est ça. Comme milieu mars. Ouais. Et là, vous savez la date de fin des travaux au mois de juin? Oui, je pense que c'est vers le 12 juin, 13 juin. Il faudrait que je vérifie, là, mais ça varie d'une année à l'autre. En mi-juin, là, en principe, les travaux sont terminés. Donc, on a un budget qui va apparaître quelque part à travers ça. Fin mars. Fin mars, en général, là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais fin mars, le budget. Suite au dépôt du budget, il va y avoir ce qu'on appelle l'exercice... le plus extraordinaire qui existe et que les ministres détestent, c'est l'étude des crédits. C'est ça, je peux dire, non. Là, on aura... le ministre devra venir s'asseoir en commission parlementaire et répondre aux questions des parlementaires sur, justement, le budget en question. Le budget et aussi sur les budgets antérieurs. Les politiques d'avenir où on peut reculer dans le temps, on peut être au présent, on peut être au futur dans ces questions-là. Et le ministre doit nous donner des réponses à nos questions. C'est ça. Donc, après ça, on s'en va jusqu'en juin. On s'entend jusqu'en juin. Après ça, les travaux, parce que ce qui arrive, c'est que le budget est... lorsque le dépôt du budget et lorsque les crédits sont en marche, ça dure à peu près 2 semaines, un petit peu plus que 2 semaines, l'étude des crédits, toutes les commissions parlementaires sont arrêtées.
OK. Parce que c'est concentré seulement... On règle le cas du budget. Oui, on règle le budget, on règle l'étude des crédits. Après ça, après l'étude des crédits, donc ça nous amène vers le 15 avril, 20 avril. Là, les travaux parlementaires normaux des commissions recommencent jusqu'à mi-juin. Au mois de juin. Mais là, est-ce qu'il doit avoir, parce que là, c'est nouveau pour nous cette année, là, une élection à date fixe. Avant ça, on avait un pool, les gens avaient un pool en disant il va faire ça là, il va faire ça là, il va faire ça. Là, est-ce qu'il doit quand même avoir une proclamation d'élection ou quand vous allez partir en juin, techniquement, vous partez en vacances et vous partez en élection? Ah bon, mais là, le gouvernement devra déterminer à quelle date il déclenche l'élection. Mais on parle plus dans les eaux du 20-25 août. OK. Certains avancent la date du 22 août, ce qui ferait une élection non pas de 35 jours, mais de pratiquement 50 jours. Là, même. Enfin, on se rappellera sur Harper. Oui. Harper avait fait une élection de, je pense, 73 jours. Moi, c'est ça. Parce que la date était fixe, mais quand tu la déclenches, ben, tu peux la déclencher... Donc, c'est ça, il y a vraiment une date de déclenchement le premier, à faire. Oui, c'est ça. Maintenant, oui, absolument. Le gouvernement devra dire, bien, à telle date... mais on sait tous que ça va être au mois d'août. Là. Bon, il s'agit juste de trouver la date, là, si c'est le 20 ou le 25. Là. Mais on sait tous que maintenant que la date est... Le 1er octobre est un incontournable. Maintenant, pour ce qui est l'élection comme telle, bien, on s'entend à ce que ce soit vers la mi-août dans ces eaux-là. Donc, c'est une grosse période qui s'en vient. Là. C'est Vos intense. prochaines vacances, ça va être après, bien, entre guillemets, là, après les élections. Disons qu'après le 1er octobre, le temps que les élections se fassent, il va y avoir une espèce de mini-session, j'imagine, fin novembre, début décembre, qui devrait être lancée. Je ne suis pas certain. Ah non? Je ne suis pas certain parce que le temps que le gouvernement reprenne... parce que qui sera élu? Oui, d'accord. C'est la grande question. Première question, oui. Est-ce que ce sera le Parti libéral, la CAQ ou le Parti québécois? Ça, on ne le sait pas. Et on espère que ce sera le Parti québécois. Bon, pour moi, j'espère j'espère que les gens vont nous faire confiance. Et le 1er octobre prochain, nous serons au gouvernement. Mais je ne pense pas qu'il y ait de session. Je pense que ça va aller plus début février. On va commencer janvier, début février, le temps que le gouvernement... je vous dis ça sous toute réserve, là, mais en tout cas, ça serait un peu rapide. Mais quoique qu'il y ait une session, que le gouvernement soit formé... ça, oui, ça va se faire après le 1er octobre, tout va se mettre en marche. Là. Mais qu'il y ait une session parlementaire avant Noël... Officielle, ça sera ça. Pas sûr. Bon, bien, ça veut dire ça implique qu'on devrait se revoir encore en juin, oui. Au moins une dernière fois pour se reparler, faire le bilan, on pourrait dire le bilan de la session et le bilan, autrement dit, du gouvernement là, en vue justement des élections, des choses comme ça. Ça me fait plaisir de revenir vous voir et vous devriez instaurer une ligne téléphonique là, où les gens pourraient nous appeler. Oui, Est-ce que c'est en direct? C'est pas en direct? Non, c'est pas en direct. On pourrait le faire quand même. Ça serait intéressant, ça. On pourrait faire ça, oui. Ça serait une bonne suggestion. Vous pourriez même faire ça avec les candidats quand ils seront... Toi, t'en nommé, là, ben oui, vous pourriez faire ça. Donc, les gens pourraient appeler, poser des questions directement aux candidats et les gens répondent à leurs questions. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Villeneuve. Puis on va sûrement se revoir en juin pour parler de la fin de la session. Puis bon, bonne fin de congé relatif. On va mettre ça comme ça parce que c'est pas vraiment un congé, là. Je pense que vous travaillez beaucoup. Au moins, on est chez nous 7 jours semaine. Pendant ces 2 semaines-là. Vous couchez à la maison, vous soupez à la maison. C'est ça, exactement. Bon, bien, d'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.